Et salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt bien. Et aujourd'hui au programme, une vidéo rattrapage où je vais vous parler brièvement de plusieurs films que j'ai vus et que je n'ai pas traités en vidéo parce que j'étais un peu en mode... je pense que je... Générique. Et on commence tout de suite avec Don't Kill It, réalisé par Mike Mendez, sorti en 2016 et avec Dolph Lundgren au casting. Your father's home early. Hey there, how'd it go? Is the latest killing in a town that has had 3 triple homicides in the last week alone. I'll be damned. I'm looking for Chief Dunham. It's Agent Pierce. Tell me Agent Pierce is really necessary bringing in the bureau. You have had 3 triple homicides in the past week, is that correct? He killed him and then he killed his own kid? Doesn't make any sense. They are unrelated, right? Well, they might be the tiniest bit related. In what way would that be, Chief? Each one killed the last. Your town is a real danger. You want these murders to stop, you best listen. L'histoire va être celle d'un démon antique qui va prendre possession des gens dans une ville un petit peu dépeuplée en Alaska. Et la particularité de ce démon, c'est qu'il ne faut surtout pas le tuer, parce que la personne qui le tue, en fait, devient possédée par le démon, en fait. C'est un concept plutôt original et ça donne une série B assez fun, alors qui est un petit peu fauchée. Il y a certains effets spéciaux, notamment dans les plans gore, qui... Voilà, ça se voit que c'est des trucages, c'est vraiment assez grossier même par moments. Mais le tout est très très bien emballé. On a vraiment un produit vraiment calibré vidéoclub à l'ancienne. Je sais pas si vous saisissez un petit peu ce que j'essaie de dire. C'est vraiment, vous savez, ce genre de petit film qu'on louait à l'époque et qui se révélait être une surprise assez fun, qui va bien gérer son concept. Ça va donner lieu notamment à une scène d'ouverture que j'ai trouvée ultra efficace et assez malaisante, parce qu'on est face à un déchaînement de violence qui semble parti pour ne jamais s'arrêter. Il y a des plans plutôt gore assez réussis dans cette scène d'ouverture, et le concept du film va faire qu'on va être embarqué dans un espèce de train fantôme à toute vitesse. On va poser un petit peu les bases de l'univers assez correctement, j'ai trouvé, mais on va pas non plus trop s'y attarder. Le rythme va être vraiment très très bien géré. On s'ennuie pas une seule seconde, c'est assez fun et c'est surprenamment cruel par moments, notamment dans les séquences finales. Bon, j'en dis pas trop pour ne pas spoiler, mais c'est vraiment une bonne petite série B. Dolph Lundgren, il est parfait en vieux chasseur de démons un peu badass. D'ailleurs, la scène qu'il le présente au début, c'est vraiment typé années 80-90, hein, le héros solitaire dans un bar qui... Enfin voilà, je veux pas trop vous spoiler. C'est un film qu'il faut découvrir en en sachant le moins possible. Moi je l'ai lancé sans en attendre grand chose et au final franchement c'était une très très bonne surprise. On continue avec un film qu'Alex la fuite en vidéo a chroniqué dans sa dernière vidéo et que donc j'ai découvert grâce à lui. Un immense merci et voilà, si vous ne le connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne. Bon, ça m'étonnerait si vous me suivez, mais franchement, c'est ce genre de youtubeur que j'aime, qui te déniche des petites pépites absolument extraordinaires. Et là, ça a vraiment été le cas avec Captive, qui est un film de 2020 et qui est réalisé par... Attendez que je ne dise pas de conneries. Et le film est réalisé par Savas Christou. C'est un nom que je trouve mignon en fait. Le duo d'acteurs principal est interprété par William Kircher et Tori Caustic. Je repense à la blague d'Alex là. Et ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui va fuguer pour fuir son père ultra violent. Elle fugue avec son petit copain, ils se retrouvent dans les bois. Sauf qu'ils vont se séparer à un moment donné.
et le mec ne va pas revenir, il va se perdre, on imagine, et elle va passer la nuit toute seule en forêt, complètement terrifiée. Et le lendemain, elle avance, elle continue son chemin pour essayer de trouver de l'aide, et elle va tomber sur une maison isolée dans les bois. Et voilà, je vais pas en dire davantage, mais c'est un film que j'ai trouvé incroyable. Déjà par la prestation de ces deux acteurs qui sont vraiment fabuleux. C'est la première fois que je les voyais, comme Alex l'a dit, c'est une équipe pas franchement très connue. Mais voilà, le résultat est incroyable, c'est hyper bien géré. La psychologie des personnages va être hyper bien gérée et on va se mettre à avoir peur pour l'héroïne et en même temps à commencer à ressentir et à comprendre le reste de l'histoire. En fait, je peux pas trop en dire, mais voilà, elle va tomber sur un homme un petit peu étrange qui va se conduire de manière extrêmement creepy au départ et qui va la retenir contre son gré. C'est un film qu'il faut vraiment découvrir. Je l'ai trouvé très bien écrit, très juste aussi dans ses sentiments, et on s'attache énormément au personnage, mais vraiment ça va vraiment développer une relation extrêmement malsaine, mais qui au final va déboucher sur énormément de choses. Je peux pas trop en dire, mais c'est vraiment un thriller psychologique que j'ai trouvé admirable. Vraiment, je pense que, bon, il est de 2020, sinon j'aurais dit il allait être dans mon top de l'année. Mais j'ai vraiment adoré, comme quoi, franchement, avec juste il y a 3-4 acteurs dans le film, mais on se concentre majoritairement sur le duo principal. Avec 2 acteurs et une maison isolée, voilà, on peut faire énormément de très bonnes choses, et là, ça a vraiment été le cas avec ce film. Partons en Corée du Sud avec le premier film de Lee Jo-young, sorti en 2017, avec un acteur principal, Lee Byung-young, Single Rider, que j'ai rattrapé assez récemment parce que j'étais passé un peu à côté ces dernières années. Ça nous raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui va se retrouver ruiné suite à la faillite de sa société et qui va décider de partir en Australie, rejoindre sa femme et son enfant qui l'attendait là-bas. Sauf que là-bas, il va s'apercevoir que sa famille ne l'a pas attendu pour être heureuse. Pourquoi ? On va être dans un drame psychologique que j'ai trouvé très bien fait, très bien écrit, très touchant et très juste, notamment grâce aux performances des acteurs qui sont tous incroyables. Mention spéciale évidemment à Lee Byung-young, qui est un de mes acteurs sud-coréens favoris, qui, à chaque film que je vois de lui, il me coupe le souffle par sa présence. Là, il a un jeu extrêmement sobre. On sent vraiment qu'il incarne un homme qui est au bout du rouleau professionnellement et qui s'aperçoit qu'il a délaissé sa famille et que sa vie est en train de lui échapper en fait, parce qu'il va se contenter un peu au départ d'observer un peu de loin pour voir où en est sa femme, où en est son fils, et il va s'apercevoir que voilà, pour eux tout va bien quoi, et que c'est lui qui s'est enfermé dans ce métier qui au final l'a complètement détruit psychologiquement. C'est un film extrêmement juste, extrêmement tendre aussi, je dirais, parce qu'on s'attache beaucoup à pas mal de personnages secondaires qui vont donner beaucoup de relief à l'histoire. C'est un film qui va se dévoiler jusqu'à sa dernière image. Voilà, moi personnellement, j'ai été complètement subjugué, je me suis laissé captiver par le film. Donc je vous invite vraiment à le découvrir, c'est une petite perle assez mélancolique qui mérite vraiment le coup d'œil. Oui, un rond est un carré est un rond. On continue avec un film qui était présenté au BIF de cette année, mais que je n'avais pas eu l'occasion de voir. Il s'agit de Sounds of Violence, réalisé par Alex Noyer, qui va nous... il savait pas nager, le pauvre. Qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille sourde qui va être dans son enfance témoin d'un acte de violence assez horrible et qui, en se défendant, va ressentir en fait le son du marteau qu'elle tient en train de frapper le crâne de l'agresseur, je peux pas trop en dire, et ça va lui donner un espèce de mini shot de jouissance, on va dire, et en grandissant, elle va décider d'essayer de retrouver ses sensations en expérimentant pas mal de choses.
Alors putain, ça fait un moment que bon, les films d'horreur, c'est les films de tueurs, de slashers et tout, ça tourne un petit peu en rond, voilà. Mais alors celui-là, je l'ai pas trouvé forcément en soi très original dans sa structure narrative, quoique. Mais c'est surtout au niveau des morts que j'ai trouvé ce film putain de jouissif, quoi. Mais vraiment, il est incroyable. En fait, je m'attendais pas à ça du tout et la surprise a été assez folle. Et on a des scènes assez dures visuellement. Vous savez, ce genre de film où on regarde une scène et t'es en mode ah là là, ah je peux pas regarder. Aïe aïe, je peux pas regarder. Bah voilà, ce film il te propose des scènes comme ça en fait. Notamment une scène avec une harpiste qui est... Vous savez, quand vous avez des frissons partout là, c'est... Voilà. Alors c'est un film que j'ai trouvé visuellement dingue dans les propositions de meurtre en fait, qui va... pas franchement s'élever au rang de film exceptionnel, c'est assez dommage parce qu'il y a certains éléments qui vont être assez bâclés, je trouve, notamment tout ce qui va être scène avec les flics par exemple, mais voilà, j'ai trouvé l'héroïne bien travaillée, on arrive à s'attacher à elle et quelque part on a envie d'écouter son œuvre finale parce qu'en fait son but c'est de réaliser un espèce de morceau de musique ultime, mais dont la musique serait des espèces de sons de violence en fait, de vibrations du corps humain. Enfin il faut le voir, franchement j'ai pris un pied monumental et je sais que la scène finale de ce film, putain, je vais jamais l'oublier de ma vie, ça m'a marqué à mort. Bref, c'est un film vachement malsain, vachement trash et voilà, ça repose peut-être un chouïa trop sur le concept de ces meurtres et ça fait parfois pas assez d'efforts pour élever le niveau, mais putain, c'est un gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré. The Night, réalisé par Kurush Ahari, va nous raconter l'histoire d'un jeune couple avec leur enfant qui, en revenant d'une soirée, va perdre un petit peu son chemin et va décider de passer la nuit dans un grand hôtel, et plusieurs événements assez paranormaux vont commencer à se manifester. Alors j'ai lu un peu ici et là que c'était un peu influencé par Shining. Oui, c'est pas faux. Notamment tout le concept de l'hôtel et tout, avec des événements assez paranormaux et assez étranges qui vont se dérouler en son sein. Le film, je trouve, a réussi à créer sa propre identité et va s'avérer aussi psychologique que paranormal entre guillemets. J'ai trouvé la prestation des acteurs plutôt bonne dans l'ensemble. On s'attache un peu à eux parce qu'ils sont montrés comme des personnages un peu faillibles. C'est un couple un petit peu en crise qui se cache beaucoup de choses et voilà, ça va déboucher sur quelques situations que j'ai trouvé vachement anxiogènes, notamment tout ce qui va impliquer leur gosse. Parfois ça prend un petit peu aux tripes, ça prend un petit peu à la gorge. C'est pas forcément ultra original et la scène finale, ça te révèle un peu toute l'identité du film, mais j'ai plutôt passé un bon moment, c'est plutôt bien géré, assez bien réalisé, et il y a des scènes anxiogènes qui fonctionnent vraiment assez bien. Ensuite, j'ai rattrapé Shadow in the Cloud avec Chloé Grace Moretz, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme aviatrice qui va se retrouver affectée dans un avion avec plusieurs soldats hommes, et qui va se retrouver en fait dans l'espèce de carlingue je m'y connais pas trop en termes d'aviation, mais qui va se retrouver en bas en fait dans le cockpit où il y a la mitraillette là, et qui va pendant le vol s'apercevoir qu'il y a un Gremlins à bord de l'avion. Voilà, en fait je l'avais vu passer, mais je m'étais pas plus intéressé que ça parce que je savais pas franchement trop de quoi ça parlait et je sais plus qui en avait parlé sur YouTube, et du coup je me suis dit que ça me parlait un peu et que j'ai décidé donc de donner sa chance à ce film. Alors il y a beaucoup de trucs assez sympas dans le film, notamment tout ce qui va être les éléments fantastiques avec le Gremlins. Il y a des trucs qui sont vachement tirés par les cheveux quand même, hein. Putain. Déjà tout ce qui va être le colis que va transporter Chloé Grace Moretz, ça franchement j'ai trouvé ça abusé et peu crédible quand même. Je sais pas qui pourrait faire ça, mais bon,
je vais pas spoiler si vous voulez voir le film, mais revenez me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous avez trouvé ça plausible. Et voilà, le fait qu'on soit confronté à une jeune femme qui, bon, ça se passe pendant la guerre, hein, donc il y a des décennies de ça, va se faire vanner et sous-estimer par tous ses collègues masculins non-stop pendant un très long moment. J'ai peut-être une part de naïveté en moi, mais qui fait ça, quoi? Qui va s'acharner pendant 30 minutes sur sa collègue féminine parce que c'est une femme, et être là en mode t'es une chatte. Enfin, c'est un peu plus subtil que ça dans le film, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ça rejoint un peu ce que je disais, je sais plus quand, que les films récents manquaient un peu de subtilité dans leur truc. Ils appuient parfois un peu trop leurs propos, un peu trop leurs scènes, et ça, je trouve que ça perd un peu en crédibilité, parce que je veux bien qu'à un moment donné, certains humains soient cons, mais quand même, t'es en pleine guerre, t'es dans les airs à guetter les ennemis, je pense que t'as plus peur quand même que d'être là en mode vous avez vu, il y a une femme dans le... elle a une chatte et elle est pas crédible, et enfin bref, vous avez compris le truc. Il y a des scènes aussi qui sont un petit peu abusées, notamment tout ce qui va être des scènes d'action, notamment une scène où Chloé, elle va se retrouver éjectée de l'avion, et en bas, elle tombe de l'avion, et en dessous d'elle, il y a je crois, c'est un avion qui explose, et le souffle de l'explosion va la reprojeter à l'intérieur de l'avion. Enfin bref, c'est un côté assez what the fuck. Le ton du film est assez particulier, j'ai trouvé. Un petit peu what the fuck, effectivement, mais voilà, dans l'ensemble, c'est un divertissement que j'ai trouvé plutôt original. J'ai plutôt passé un bon moment. Moi, ça dure 1h25, 1h30, je crois, donc c'est assez vite torché. C'est pas du tout un visionnage désagréable. Mais voilà, c'est un objet un petit peu étrange, mais qui est tout à fait regardable. Et si on retrouvait les frères Pang en Thaïlande pour Child's Eye, un film d'horreur, voilà, avec notamment Shawn Yu et Gordon Lam. Bon, le film a une moyenne de 2,7 sur Sens Critique, je viens de regarder, putain, c'est... Ouais. Mais il faut dire que c'est pas brillant quand même, hein. Je veux bien essayer de faire des efforts, mais voilà, quoi. C'est pas ouf du tout, quoi. Ça nous raconte l'histoire d'un jeune groupe d'amis qui se retrouve en Thaïlande, et il va y avoir des émeutes, et donc ils vont essayer de fuir et vont se trouver refuge dans un espèce d'hôtel où il se passe des choses un peu creepy. Voilà, c'est traité avec le talent des frères Pang, oui et non, vous avez compris ce que je veux dire. J'étais plutôt content de voir Shawn Yu, même s'il a un rôle plutôt mineur, et Gordon Lam, qui est voilà, lui aussi un rôle secondaire, mais qui arrive toujours à dégager quelque chose de par sa présence. L'histoire est assez classique, il va y avoir des fantômes, l'hôtel a une histoire mystérieuse et tout. Il va y avoir un enfant chien à un moment donné, donc voilà, oui, c'est les frères Pang dans leur délire. Mais j'ai pas trouvé ça non plus, j'ai pas trouvé que c'était la bouse ultime. Faut pas non plus, voilà, tomber dans les extrêmes, c'est pas un bon film, clairement. Je trouve que ça résume assez bien le truc, quoi. La photographie est pas ouf. Il y a quand même une petite tentative d'implication dans les scènes d'horreur, notamment la scène de la laverie, à un moment donné, qui arrive à dégager un petit truc. Mais dans l'ensemble, oui, voilà, vous trouverez vraiment mieux ailleurs. C'est pas du tout un film que je vous recommanderai en priorité. Si vous voulez vous faire la filmo des frères Pang, pour je ne sais quelle raison, vous êtes dans un pays libre, hein. Mais bon... c'est vraiment moyen, moins, quoi. Pas du tout une priorité, mais je l'ai vu, voilà. J'ai survécu. C'est pas terrible du tout, mais c'est pas non plus une merde absolue. Je crois qu'on est arrivé au bout de la vidéo, hein, ça y est. J'ai rattrapé quelques films que j'avais vus dont j'avais pas parlé, et auxquels je voulais glisser un petit mot. Qu'est-ce que j'ai... Ah non, j'ai aussi vu Homunculus, là, le nouveau Takashi Miike qui est disponible sur Netflix. Ça fait un moment que je l'ai vu, l'histoire d'un homme qui est un petit peu SDF, qui vit un peu en marge de la société, qui vit dans sa voiture, et qui va se voir un jour approché par un étudiant en médecine qui va lui proposer une trépanation qui lui permettrait d'ouvrir un petit peu son esprit, enfin même totalement son esprit, ce qui va bien sûr déboucher sur des visions assez cauchemardesques.
Alors le film a quelques idées bien intéressantes. Il a aussi des scènes que j'ai trouvées très réussies, qui m'ont bien touché, notamment la scène avec le Yakuza slash petit garçon. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Mais voilà, le reste du film... je sais pas, j'ai du mal avec Takashi... j'ai dû dire Takashi Miike, je pense, en entrée, alors que c'est Takashi Shimizu, je pense. J'ai dû faire la connerie. Donc Takashi Shimizu. Ça fait un moment que voilà, j'ai un peu de mal avec son cinéma. J'étais passé totalement à côté de Inunaki, le village oublié, qu'il avait sorti en 2019, qui est pourtant un très très grand film. Merci à la vidéo d'As de l'épouvantail qui l'a parfaitement décrypté. Et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, mais oui, bien sûr, évidemment. Mais l'essence de lecture était complètement passée au travers. Mais là, je sais pas, il y a des scènes un peu bizarres, comme la scène de sexe dans la voiture, qui est quand même un peu du forçage à mort quand même. Mais bon, ça se justifie pas trop en plus avec la psychologie du personnage. Voilà, on va avoir toute une intrigue un petit peu, comment dire, un petit peu amoureuse entre guillemets qui va se mettre en place dans la seconde partie. Voilà, c'est pas un film que j'ai honnêtement trouvé mauvais. Il a eu du mal à me captiver par ses thématiques, même s'il y a quelques scènes visuellement qui sont très intéressantes, notamment quand il commence à voir un petit... En fait, il voit comment dire, il voit un peu l'âme des gens, mais les traumatismes, en fait. Et à un moment donné, il va se balader dans une rue et il va voir des gens qui semblent être faits en papier déchirés en deux, ou qui vont être faits en robot, ou voilà, il va y avoir des visuels assez intéressants. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose pour que j'accroche totalement, pour ma part en tout cas. Bon bah voilà les amis, je pense que j'ai traité la majorité des films que j'ai vus et dont je voulais glisser un petit mot, là cette fois-ci c'est la bonne. Si vous avez vu certains des films dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. S'il y en a qui vous font envie, n'hésitez pas à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu. Et voilà pour cette vidéo rattrapage, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve très prochainement, jeudi prochain, pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!